C'est horrible. Ça, c'est un truc que je dis à tous les entrepreneurs, c'est il faut vraiment être préparé à ce que tes copains te lâchent parce qu'ils vont en avoir marre, que tu n'arrêtes pas de décommander. Moi, quand j'ai commencé Beauty Dash, mes copains m'invitaient à des trucs et j'avais pas envie d'être là en fait. Après 30 minutes, je faisais des excuses et je rentrais chez moi parce que j'avais envie de bosser sur Beauty Dash. À un moment donné, ils en ont eu marre et ils ont arrêté de me dire que je faisais des trucs. Tes parents vont passer. Il y a beaucoup de gens que tes parents ne comprennent pas forcément ce que tu es en train de faire, surtout quand tu es entrepreneur, il n'y a pas de résultat pendant longtemps en fait. Tu fais beaucoup d'heures et tu te prives beaucoup et tu vois pas les gens et les gens ne voient pas de résultat donc ils ont du mal à comprendre que tu es vraiment en train de faire un truc. Ils disent ouais mais tu es dans ta chambre toute la journée, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On dirait un ado. Et on est parti. Déjà Kinja, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Bienvenue dans le podcast de YoStart. Merci. Je t'ai invité parce que tu as fondé ta start-up qui s'appelle Beauty Dash. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Bien sûr. Beauty Dash, en fait, c'est un service de mise en relation entre des maquilleurs professionnels et coiffeurs professionnels et des clientes. Principalement du mariage pour l'instant, c'est vraiment super simple comme idée, donc c'est vraiment tout. Principalement du mariage pour l'instant parce que c'est pour ça que les gens payent beaucoup. Et on se fait contacter des fois pour des jobs en B2B, des défilés, des choses comme ça, donc toutes les raisons pour lesquelles on pourrait avoir besoin d'un maquilleur ou d'un coiffeur. D'accord, ok, d'accord. Et comment est-ce que l'idée t'est venue? Est-ce que toi-même tu avais le problème quand tu devais aller en soirée ou quoi Ouais, ma sœur en fait s'est mariée en 2014. Ok. Et ma sœur c'est vraiment le type super glamour, elle avait 500 invités, c'était la grande robe, enfin, tu vois un peu le truc. Et à 9h moins quart, la coiffeuse appelle pour dire qu'en fait elle ne viendra pas. D'accord. Et donc totale catastrophe. Heureusement que le maquilleur avait un petit copain qui est arrivé de Bruxelles, mais ça lui a pris 1 heure. Et de là en fait, comme à ce moment-là je cherchais du travail, j'ai juste commencé un petit site qui a eu un peu d'attention et j'ai continué dans cette lignée-là et j'ai commencé Beauty Dash. Ok, donc en fait tu t'es rendu compte que le service proposé n'était pas top sur ce marché-là et en fait tu as juste lancé une page web pour tester la demande quoi. Absolument. Donc tu t'es pas lancé tout de suite Non, pas du tout. C'était tout petit au début quoi. En fait c'était complètement faux. C'était une page Wix où j'avais mis des boutons qui ne fonctionnaient pas, tu vois. Je mettais juste une suite logique de 3 pages qui, où tu cliques et tu arrives sur une autre page, mais il n'y avait rien du tout de vrai. D'accord, ok, donc c'était du faux quoi. C'était totalement du faux et je démarchais des gens comme ça. Et tu capturais les mails des gens qui venaient ou pas du tout? Non, il y avait zéro technologie du tout. En fait, le premier site m'a permis d'aller chercher des maquilleurs et des coiffeurs avec qui je travaillais. Donc j'en ai eu 26 à l'époque, j'en ai démarché plein et j'en ai eu 26 qui ont accepté de travailler avec moi. Et avec ce réseau de 26, ça m'a permis d'avoir des clients et de pouvoir dire ok, on a tel maquilleur dans notre base de données, on a tel coiffeur, vous pouvez commander telle personne. Et voilà. Ok, d'accord. Donc c'est génial parce que c'est vraiment la méthode, je pense, c'est la meilleure quand tu veux te lancer. Tu as une idée, tu la testes, tu fais un faux site web entre guillemets et tu vas voir les gens avec et tu leur proposes de travailler avec toi quoi. Je pense que c'est aussi ce que je recommanderais à n'importe qui veut faire un business. Et donc tu as été voir ces gens, ces maquilleurs, et ensuite tu as dû trouver les gens qui avaient besoin de maquilleurs, si je comprends bien. Voilà, j'ai commencé donc par les maquilleurs, ce qui a été hyper difficile. Ils répondent à rien. C'est vrai? Je connais pas du tout ce monde-là. En fait, ce sont des gens qui sont très artistiques et qui travaillent aussi beaucoup en non déclaré. Donc ils n'ont pas de vitrine en ligne, c'est dur de les contacter, ils ne mettent pas leur travail en avant, il faut vraiment aller les chercher. Travail dans l'ombre quoi. Vraiment dans l'ombre quoi. Tu vas en spotter un sur Facebook, aller chez ses amis et leur envoyer des messages. Et à partir de là en fait, j'ai fait le site pour un peu les démarcher. Et les premières personnes que ça a vraiment attiré, ce sont des marques en fait. J'ai vraiment décidé d'arrêter sur ce travail et de commencer Beauty Dash quand le Hilton a été intéressé. Ok, d'accord. Ils sont tombés complètement par hasard sur ma fausse page. Et on a eu un meeting pour dire voilà, ce serait bien que les maris puissent venir faire leur essai maquillage et coiffure dans notre suite. Trop bien. J'étais en mode, mais je disais oui, mais t'avais rien derrière quoi. Et en fait, à partir de là, comme je démarchais beaucoup de gens, beaucoup d'artistes, je suis entrée en contact avec des wedding planners, des choses comme ça. Et ce sont des clientes en fait qui ont commencé à venir vers moi. Donc voilà, à partir du moment où quelqu'un a dit oui, je me marie samedi prochain et je veux bien donner 160 €. Et je me suis dit bon bah. On y va quoi. On y va, ouais. Et donc Hilton est venu le voir quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Et t'avais fait de la pub pour ta page Facebook, enfin pour ta page web ou pas du tout? Absolument. J'ai aucune idée de comment ils sont arrivés sur cette page. Pour te dire, ça s'appelait encore kinja.wix.com. Ouais, ok. T'avais même pas la vraie URL quoi. Non. Ah, c'est fou. C'était fou. Après le gars,
était peut-être, je pense qu'il venait de la Suède ou un truc comme ça, je sais pas. Ouais. Ça ne justifie rien du tout, mais peut-être qu'il était nouveau aussi, ouais. donc je sais Bref, pas. pour tester ton idée, fais un site web, quoi. Voilà. Et donc tu as trouvé tes maquilleurs, les gens viennent te voir, mais au début, comment ça se passe niveau rentrée financière? C'est-à-dire t'as pas de structure au début, concrètement. Ah non, zéro. Comment t'as fait? Il y a 2-3 clients que j'ai pris comme ça, parce que sinon j'avais comme ça et Ouais. que voilà. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'ai été voir, comment est-ce qu'il s'appelle? Je me souviens le nom de mon accompagnatrice, mais plus du... Ah c'est un truc à Namur et c'est un truc qui fait un peu comme Jobin ou Créajob, tu vois, qui te permet Ouais. d'avoir une structure derrière qui Oui, permet de... la Smart par hasard? Non, Enfin c'est bref, pas la Smart. ils te prêtent un numéro de TVA et Voilà, ok. Azimut. Voilà, c'est ça. J'ai été voir Ok. Azimut. Et donc, enfin, ça a pris du temps en fait pour que ça se mette en place parce que généralement, il y a des gens qui ont des projets très à eux, tu vois, Ok. qui peuvent être consultants ou bien. Ouais. Et là, comme moi, je travaillais avec beaucoup de maquilleurs et coiffeurs, ils n'avaient pas des assurances pro. Et donc, ça a mis du temps à se mettre en place. Et tout le temps que ça se mette en place, mon accompagnatrice n'arrêtait pas de me dire il faut absolument que tu ailles voir un truc, ça s'appelle Mestup. Et chaque fois, j'allais voir sur leur site et chaque fois, ils disaient qu'ils ne prenaient pas les gens qui étaient tout seuls, qu'ils ne prenaient Ouais. jamais les gens qui étaient tout seuls. Après, il faut un peu rêver parce que tu as des startups comme Take It Easy ou quoi qui sont passés par là. Et Ouais. donc, au final, je me suis dit, tu sais quoi, qui ne tente rien à rien. Ouais. Et donc, j'ai quand même soumis ma candidature. Et j'étais la première personne seule qu'ils ont pris Ah, ouais. Trop bien. Ouais, et je pense que c'est chouette parce que je pense que ça a changé des choses après. Après moi, ils ont commencé à prendre des personnes Ok, d'accord. seules, beaucoup plus systématiquement. Donc, Et Nestop, c'est quoi concrètement? Nestep, c'est un programme d'accélération de 3 mois. Tu es vraiment à fond sur ce projet mais du lundi au lundi, quoi. Tu dors pas, tu es à d'accord. fond dessus. Et tu as des coachs qui sont soit des experts dans un domaine ou bien des gens qui ont déjà entrepris, qui ont déjà fait une exit, qui savent un peu de quoi ils parlent. Et il y a 6 équipes, entre 6 et 8 équipes sélectionnées. Et vous incubez, enfin, tu fais que tester ton projet en fait, c'est l'accélération. Tu es enfermé et tu travailles que sur ton projet. Que sur ton à fond, projet. Sauf que la métaphore d'être enfermé, c'est vraiment le contraire, c'est que tu vas dehors. Oui, ok. Tu vas chercher tes clients, tu vas, tu vas leur parler, tu vas leur demander s'ils veulent acheter ton truc. Ok. Et la manière dont c'était structuré, c'était la première fois qu'ils faisaient ça comme ça, mais tu avais du lundi au lundi, chaque semaine, un challenge. Ok. Et la première semaine, par exemple, tu dois faire une petite page internet, voir si les gens ont l'intérêt. La deuxième semaine, tu dois aller parler aux gens pour voir un peu ce qu'ils pensent. Et la troisième semaine, c'était de la vente en fait. Tu dois vraiment voir est-ce que les gens te disent ouais, c'est chouette comme idée, mais est-ce qu'ils veulent bien mettre de l'argent dans ton produit. Et là, pour moi, ça a été top parce que j'ai vendu le plus que j'avais jamais vendu de ma vie. Et ça a un peu prouvé, ça te conforte dans l'idée qu'il y a un truc à faire et que tu peux continuer. Donc ils te prennent vraiment par la main en fait. Ils te prennent par la main et ils t'accompagnent dans step by step dans le développement. Exactement. Ils te mettent un peu le feu au cul en fait. C'est vraiment ça quoi. Reste pas dans ta chambre en train de. Et si t'avances pas, ils t'engueulent ou pas? Y a pas, c'est pas du tout une relation de supérieur à inférieur, tu vois. En fait, tu vois ton coach toutes les semaines pour lui dire un peu ton avancement et lui t'amène à te poser les bonnes questions ou pas, tu vois. Il va te dire ouais, mais est-ce que tu as demandé aux gens s'ils font ça? Tu vois que dans ton funnel, il y a plein de gens qui abandonnent, va chercher ces gens-là pour demander pourquoi ils abandonnent. Et après, c'est un peu à toi de faire tes résultats ou pas, quoi. Et à la fin des 3 mois, tu as un démodé où tu viens présenter devant 400-500 personnes ton projet, ton avancée, etc. Et après, si tu es un entrepreneur, c'est toi et ton projet, quoi. Si jamais il n'y a rien eu comme résultat, il n'y a rien eu comme résultat. Si jamais, Et si tu te rends compte au milieu du Nestop que ça ne marche pas, est-ce qu'ils t'aident à pivoter ou est-ce qu'ils te disent c'est mort C'est vraiment tout le but du Nestop en fait, c'est pour t'aider à pivoter aussi. Quoi. Ok, d'accord. De rester sur ton idée, tu es peut-être amoureux de ton idée, mais tu vois bien que l'audience réagit à ça, va vers ça et vois un peu comment tu peux le faire. De toute façon, quand tu as une idée au début, l'idée que tu as au début et l'idée que tu as à la fin, en général, ça n'a pas grand chose à voir. Quoi. Exactement. Donc, il y a plein de gens qui sont rentrés et qui sont sortis avec rien à voir, mais avec beaucoup plus de clients que ce qu'ils pensaient qu'ils allaient en avoir. Quoi. Ce qui est le plus important. Et ça s'applique aussi beaucoup la méthode Lean. Donc, effectivement, commence de rien du tout, regarde, fais semblant, tu vas voir ces gens qui sont intéressés et si jamais il y en a, tu continues. Et tu t'es lancé seul, donc à la base Nestop ils ne voulaient pas mais ils ont quand même bien accepté. Est-ce que ça a été un problème pour toi de te lancer seul? Est-ce que ça a été difficile? Non. Justement, j'avais l'impression que plein de gens venaient me voir et me disaient « Ah mais t'es toute seule !» Et je ne me sentais pas du tout défavorisée par rapport aux autres. Après, c'est devenu plus dur ces dernières semaines maintenant qu'il faut vraiment être sur tous les plans à la fois.
Maintenant, il y a plus 26, certes, Maquillage Coiffeur, il y en a Ouais. 150, donc Ok, wow, ok. il y a plein de trucs Ouais. à gérer que t'as pas aussi quand t'as pas de structure. C'est ça. Tu bosses un peu comme ça en fonçant, mais maintenant qu'il y a une société, ben, tu dois faire ta compta, tu dois faire. Ouais. Comme ça, il y a plein de trucs à faire qui prennent plein de temps et c'est maintenant que ça commence à devenir dur. en Ok, fait. d'accord, ok. Et ça a commencé il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Donc en 2 ans, tu es passé de 0 à 150. Ouais, 150. Il y a eu une équipe aussi à un moment donné, on était 3, maintenant je suis de nouveau toute seule, et une petite levée de fonds. Ok, d'accord, ok. Et donc vous avez été 3. Comment ça s'est passé pour recruter ces gens? Enfin, est-ce que c'était l'équivalent de cofondateur? Est-ce que vous étiez tous égaux dans l'équipe? Ou est-ce que tu avais quand même le lead? Et pourquoi ils sont partis au bout d'un moment? Ça c'est un peu difficile. En fait, le truc quand tu commences seul Ouais. et que tu passes par beaucoup d'étapes seul, c'est super dur après. Le plus tard, quelqu'un d'autre vient, le plus tard, Mais t'as ta vision, quoi. tu as ta vision et surtout tu as investi par défaut beaucoup plus que ce que l'autre personne Ouais. va investir. Enfin, c'est vraiment Oui, difficile ça a rien à d'avoir voir. une relation. C'est pas comme si vous commencez à 2 dans un garage et que. Mais bon, c'est toujours possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une fille avec qui j'ai commencé, mais avec qui ça n'a pas du tout duré. Donc avant les steps, on s'est séparés. Et ensuite, pendant les steps, il y avait une autre équipe qui était là, qui faisait Sportimi, qui est un LinkedIn du sport. Ok. Ils étaient 2. Et après le step, l'un des 2 a voulu aller faire le wagon. Je sais pas Ouais, si tu vois. je connais, ouais. Pour développer leur projet. Donc il a fait le wagon, il est revenu pour coder son site. Et au final, ils ont arrêté, ils ont abandonné et j'ai proposé à cette personne de rejoindre Beauty Dash Ouais. pour tout ce qui était tech en fait. Ok. Donc ça c'était assez chouette. Forcément, c'est pas une relation 50-50, mais on s'est relativement bien mis d'accord sur ces décisions tech à faire qui sont de ta compétence. Ben, Ouais. c'est toi qui les prends et c'est toi qui as le dernier mot et moi je fais tout ce qui est commercial et voilà. En plus de ça, il y avait une fille qui était là sur un contrat de 3 mois pour tout ce qui était front-end. Et quand son contrat a été fini, ben, elle est partie. Ouais. Et voilà. Ok, d'accord. Donc c'était pas des problèmes d'équipe ou de problèmes personnels. C'était voilà. Ouais, je pense que. Enfin, non, c'était plus un problème de fit. Ok. La personne donc, qui a codé, qui est venue de son projet à lui, je pense qu'à un moment donné, il ne s'est pas senti connecté avec le projet Ouais, et donc ok. il est parti ailleurs. Et puis, Ouais, et je voilà. vois. Et tu t'es lancé pendant tes études ou rien à voir? Non, j'avais déjà travaillé. Ok, d'accord. Ouais. Oui, tu cherchais un emploi, c'est juste. Ouais, voilà. Ok, J'ai travaillé avant chez L'Oréal et chez Henkel, donc j'étais déjà dans la cosmétique. ok, ça, il y avait un lien. Et tu as fait quoi comme études? C'était en lien avec le. Est-ce que déjà tes études étaient en lien avec ce que tu fais maintenant? Et est-ce que tu as toujours eu envie d'entreprendre ou ça t'est venu comme ça en voyant qu'il y avait un besoin sur le Toujours eu marché? envie d'entreprendre, ça c'est sûr. Ok. J'ai fait marketing management en bac et commerce international en master. Ok. Et oui, j'imagine que ce serait l'étude qui se rapprocherait le plus. Oui, en général, c'est ce que les gens pensent, quoi. Ouais, alors qu'en fait, les entrepreneurs viennent de tout. Après, enfin, tu vois, j'ai interviewé Amélie qui a fait Les Copines, le magasin de cupcakes. Non, Et, ça va. enfin bref, elle a lancé un magasin de cupcakes qui marche super bien à Namur. Elle a fait Ouais. philo et lettres, quoi. Elle a fait quoi? Philo et lettres comme étude, donc ça n'a Rien à pas voir. grand chose à voir. Ou romane, je sais plus. Enfin bref, c'était dans les lettres. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'elle fait maintenant. Mais quoi, elle a toujours été passionnée par les cupcakes? Non, ça lui est... Les cupcakes, Enfin, par ouais, la je pense que la pâtisserie, ouais, elle aimait bien. Mais l'entrepreneuriat, c'est lui vraiment... Enfin, ça lui est venu comme ça. C'était pas quelque chose qui était là depuis toujours, quoi. Donc, Ouais, t'as c'est- pas besoin de faire marketing pour Non, pour, du je tout. pense. Et la plupart des choses que tu apprends, tu les apprends vraiment sur le terrain de toute façon. Donc, Tes études t'ont servi dans ce que tu fais maintenant? En fait, moi, j'ai fait mes études dans un milieu anglophone, en Ouais. Angleterre, enfin, en fait, partout dans le monde, mais toujours en anglais. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans le sens où c'est vraiment les universités où on nous faisait venir des entrepreneurs qui venaient nous parler, mais vraiment des gros bonnets, enfin, ça t'inspire à mon mort, tu te dis, je peux pas sortir de l'école et Oui, c'est ça, t'es dans ce milieu-là, quoi. t'es dans le milieu. Et en plus, c'était un peu du haut calibre, donc quand tes copains de classe sortent et ont des jobs directement super bien payés ou des trucs comme ça, tu te dis, je peux pas vraiment me conforter dans un petit truc, quoi. Soit Ok. je vais pour ce que je veux faire, soit je me défonce pour un super job, mais je peux pas vraiment aller dans un truc où je vais ça. rester 3 ans Ton et ambition pas est me pas la plaire, même, quoi. Voilà. T'es exposé à beaucoup trop de choses que pour avoir une petite ambition, en fait. Ouais, ok, d'accord, ok. Et donc, tu as décidé de lancer ton truc plutôt que de prendre un job hyper bien payé et de te rester
Voilà. Dans ce milieu, d'accord. Ok, ok. Et justement, tu aurais pu avoir un très bon boulot. Comment est-ce que ton entourage réagit quand tu leur dis bah, je me lance? C'est horrible. Ouais. C'est horrible. Ça, c'est un truc que je dis à tous les entrepreneurs, c'est il faut vraiment être préparé à ce que tes copains te lâchent parce qu'ils vont en avoir marre, que tu n'arrêtes pas de décommander. Moi, quand j'ai commencé Beauty Dash, mes copains m'invitaient à des trucs et j'avais pas envie d'être là en fait. Après 3 minutes, je faisais des excuses et je rentrais chez moi parce que j'avais envie de bosser sur Beauty Dash. À un moment donné, ils en ont eu marre et ils ont arrêté de me dire que je faisais des trucs. Tes parents vont pas. Il y a beaucoup de gens que tes parents ne comprennent pas forcément ce que tu es en train de faire, surtout quand tu es entrepreneur, il n'y a pas de résultat pendant longtemps en fait. Tu fais beaucoup d'heures et tu te prives beaucoup et tu vois pas les gens et les gens ne voient pas de résultat donc ils ont du mal à comprendre que tu es vraiment en train de faire un truc. Ils se disent ouais mais tu es dans ta chambre toute la journée. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On dirait un ado. Copains, copines, forcément vachement dur, surtout s'ils ne sont pas entrepreneurs aussi ou bien des grands bosseurs, de comprendre que tu vas bosser jusqu'à 23h minuit. Donc hyper dur. Ça, il faut s'accrocher mentalement, je pense. Et donc toi, ça s'est passé comme ça, quoi. Moi, ça a été relativement dur. Et maintenant, ils comprennent? Ils ont compris quand j'ai levé des fonds. Ah oui, ça a quand même pris du temps. Et est-ce qu'il y a des moments où ils t'ont dit arrête et fais un vrai travail? Ouais, bien sûr. Ouais, ils ont essayé de te mettre des bâtons dans la roue comme ça. Bien sûr, absolument. Ouais. Et comment est-ce que tu fais pour rester en bon terme avec les gens que tu aimes, tout en essayant de les convaincre que ce que tu fais te tient à cœur et que tu veux continuer? Pour les potes, c'est vraiment toi et ton temps et comment tu te gères. Donc c'est relativement facile. Il y a un moment donné où tu dis ok, si jamais je fais pas un effort, effectivement ça va aller totalement à gauche. Pour la famille, moi personnellement j'habite chez mes parents parce que il faut bien. Et j'ai trouvé un peu un équilibre avec eux. J'ai vraiment été super claire à un moment donné, j'ai dit ok, ça se passe comme ça. Ce que je veux bien faire, c'est ça et ça et ça. Ce que je demande, c'est ça et ça et ça. Et si vous dites oui pour une certaine période de temps, laissez-moi cette période de temps. Ok, d'accord. Et donc je pense qu'une fois que tu es vraiment clair avec les gens et qu'ils savent plus ou moins à quoi s'attendre, ça devient plus facile. Tu as mis les choses au clair sur la table, quoi. Ouais. Okay. Je pense juste que ça prend du temps d'arriver à la conclusion que, tu vois, quand tu fais un truc, je pense que de manière innée, tu penses que les gens voient à quel point tu es passionné et comment tu te défonces. Et en fait, non, les gens te voient juste pas du tout comme ça et il faut vraiment prendre le temps de mettre les choses au clair. Ok, d'accord. Okay. Donc tu as quand même fait des sacrifices pour en arriver là où tu es aujourd'hui, quoi. Ouais, carrément. Mais j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps de Mark Manson et il dit que ce qui compte, c'est pas ce que tu veux obtenir, c'est les sacrifices que tu es prêt à faire et les problèmes que tu es prêt à avoir dans ta vie. Donc c'est clairement... En fait, la plupart des gens que j'interviewe, c'est ça leur réalité, quoi. Ils sont prêts à avoir des problèmes que d'autres ne sont pas prêts à avoir et c'est pour ça qu'ils entreprennent. Je suis totalement d'accord. Et du coup, ça a commencé à aller mieux au moment où tu as fait une levée de fonds. Comment est-ce qu'une levée de fonds, comment ça se passe une levée de fonds? Parce que moi je vois dans les journaux, telle start-up a levé 350 000 euros. Déjà, comment ça se passe? Comment ça se passe s'il y a un problème au niveau de la start-up? Comment l'investisseur réagit? Ça dépend vraiment de qu'est-ce que tu choisis. En fait, il faut vraiment avoir une bonne vue de qu'est-ce que c'est ton business et qu'est-ce que tu veux en sortir et quel genre de vie tu veux avoir aussi. Ça va un peu déterminer est-ce que tu veux prendre l'investissement extérieur parce que si jamais tu as envie d'avoir un business familial que tu sais que tu vas passer 20 ans dessus, c'est pas la peine de prendre de l'argent extérieur. Si tu veux que ce soit une licorne et que dans 2 ans tu as vendu pour 500 millions, forcément. Ça t'a besoin. Ça va aussi déterminer quel genre d'investissement tu veux prendre, si tu veux aller voir des VC, des business angels, des fonds d'investissement, de la famille. Moi, je trouve que le mieux, c'est vraiment les gens qui sont pas extrêmement participatifs, mais qui ont de la connaissance dans ce sujet pour que tu puisses les appeler des fois et dire voilà, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, qu'est-ce que tu me conseilles? Et qui mettent des tickets qui sont plus ou moins moyens et d'en avoir plusieurs. En fait. Moi, je trouve que c'est plusieurs investisseurs, quoi. Voilà. Ok. Maintenant, je dirais pas plus que ça, parce que vous pouvez pas vous trouver autour de la table à 10 en une décision. Mais, moi, personnellement, c'était un tout petit tour. C'était avec le Wing, qui est un fonds d'investissement qui a été créé pour les startups tech au sein de la SRW. Je ne sais pas si tu connais. Je connais pas. La SRW, c'est un gros truc de la région wallonne qui finance toutes les grosses compagnies. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, j'ai besoin de 150 000 pour avancer sur autant d'années, autant de mois. Et je suis allée voir le Wing et ils m'ont dit,
n'y a pas de souci pour 150 000. Nous, notre politique, c'est que si jamais on met plus que 50 000 euros, il faut que quelqu'un co-investisse à même hauteur en fait. Ok, donc il doit y avoir 2 personnes. Quoi, voilà. Ok. Donc nous, on mettrait 75 000 et l'autre personne mettrait 175 000. Ok. Ou le cas échéant, on mettrait 150 000 et tu trouves une personne qui met 150 000. Ok. Après, ils m'ont fait une proposition qui était très alléchante. Ils m'ont dit, ou bien, on te donne une enveloppe de 50 000, ce qui est notre seuil de prêt, et tu les as lundi. Quoi. D'accord, ok. D'accord. Du coup, j'ai préféré prendre les 50 000. Ouais. Et qui est en fait un prêt convertible. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est un prêt qui se voit être transformé en capital sous certaines conditions. En fait. Ok. Et effectivement, je les ai eus le lundi d'après. Et j'ai pu commencer, etc. Et maintenant qu'ils sont dans la course, en fait, ils sont très ouverts à un deuxième tour parce qu'ils sont déjà dedans. Ils voient que ça marche ou ils voient que ça marche pas. Je pense que c'est le plus important, c'est la relation en fait. Parce que ça peut très bien ne pas aller dans ta startup. Ça arrive à plein de gens. Il faut juste avoir des questions de téléphone pour dire à ton investisseur, voilà, ça se passe comme ça. Pour telle raison, j'ai une solution ou j'ai pas de solution. Ouais. Et voilà, quoi. Pour moi, ça a beaucoup plus d'importance que de faire du chiffre et d'avoir des gens qui remettent les yeux fermés sans vraiment savoir ce que tu fais avec l'argent derrière. Clairement. Des gens qui sont investis, qui sont concernés par ton projet. Quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, tu as fait cette levée de fonds, mais j'ai du mal à comprendre parce que tu mets en lien des maquilleurs et des coiffeurs avec des gens qui ont besoin de maquilleurs et de coiffeurs. Ouais. Mais je vois pas ta structure de coût. Est-ce que c'est au niveau des assurances que ça se passe, au niveau du développement web, au niveau de la pub? C'est vraiment ça. C'était vraiment à l'époque au niveau du développement web parce qu'on avait un canal d'acquisition qui était génial, Mariage en BE. En fait, tous nos clients venaient de Mariage en BE et il y en avait une par jour. Ouais. Et au panier qu'elles ont, en fait, nous, c'est vraiment très simple. La cliente paye, panier moyen de 300 € et ensuite, nous, on lui cherche un maquilleur, un coiffeur. La personne preste et 7 jours plus tard, on rémunère le maquilleur ou le coiffeur. Ouais. On n'a jamais de problème de trésorerie parce qu'on prend d'abord l'argent chez la cliente. Avant de le dépenser. Voilà. Ok. Donc ça, c'était pas un problème. On n'a pas besoin de lever de l'argent pour faire que ça marche. Quoi. Ouais. Par contre, c'était vraiment le développement web parce qu'à ce moment-là, donc après Nestep, j'avais recommencé un site relativement un peu plus correct. Professionnel, ouais. Un WordPress.org. Et là, c'est bien, ça permet aux clients d'avoir un petit, tu vois, de choisir quelqu'un, etc. Mais ça ne permet pas de faire de l'optimisation, de faire du tracking, de faire c'est pas joli. C'est pas encore ça, quoi. C'est très limité, quoi. Donc vraiment, les 50 000 €, c'était pour le développement web et pour faire un site qui est à nous, où les gens, où les maquilleurs et coiffeurs pouvaient faire leur propre profil, parce qu'à l'époque, c'est moi qui les faisais à la main. Ouais, ok. C'était vraiment que pour le développement web. Okay. Après, il y avait une petite partie d'argent qui était dédiée à la stratégie d'acquisition client, pub, etc. Mais comme on les avait déjà, c'était pas beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que Mariage en BE a commencé à un peu dégringoler. Et nous avec eux, donc il a fallu d'autres stratégies d'acquisition et là ça aurait peut-être valu la peine de mettre un peu plus d'argent. Ok, d'accord, au niveau publicité. Ouais. Et maintenant tu as changé ça, tu t'es adapté au niveau marketing digital? On adapte tout le temps. Ouais. Pour toi c'est quelque chose de capital aujourd'hui de faire de l'AdWords et Facebook? Pour la visibilité de ton business, je veux dire. Absolument, c'est capital. Par contre, c'est primordial d'être sur Google et d'être sur Facebook. Mais c'est beaucoup de gage égalité en fait. Des blogueuses, quand une blogueuse parle de toi et dit que c'est chouette. Et qu'elle est les influenceurs, quoi. Okay. Les influenceurs, les copines, tu vois, tu fais un chouette service pour quelqu'un, elle te recommande directement à certaines personnes. C'est de bouche à oreille aussi, quoi. Ouais. Et comment tu fais pour contacter un influenceur? Alors là, j'ai lu un super livre qui s'appelle Traction. Ok. Que je recommande à tout le monde de lire. Qui est l'auteur et qui? Ça s'appelle Traction. Tu as Traction sur Amazon et voilà. Tu verras, c'est une couverture jaune. Ok. Et ça explique que tu as 19 méthodes de traction de clientes, dont l'une qui est les blogueurs et les influenceurs. Et ça reprend les exemples de startups qui ont réussi à vraiment faire un bon boulot là-dessus. Et ça explique que tu ne peux pas vraiment emailer quelqu'un juste comme ça en cold email et dire j'ai un produit, les gens s'en foutent quoi. Et donc tu as une petite stratégie à suivre qui est tu les suis sur Twitter, tu retweets ce qu'ils disent, des fois tu réponds, c'est un travail un peu de longue haleine. Et puis un jour tu leur dis j'ai beaucoup aimé votre article parce que je peux refaire un article qui reprend, blablabla. Et ça n'a pas d'importance s'ils répondent ou pas. Ils voient qui t'es, tu reviens plusieurs fois dans leur feed. Et un jour, tu les emails pour dire quelque chose et au moins, tu auras le luxe d'une réponse. Il faut être patient, quoi. Ouais, totalement.
faut être pragmatique. Ouais. Et là, il parlait aussi d'une stratégie où tu vas chercher les petits poissons, Ouais. les petites blogueuses, parce qu'en fait, les grosses blogueuses vont chercher leur feed dans les petites blogueuses, en fait. Ok. Donc, quand il y a une petite blogueuse qui parle de toi, ben, tu auras peut-être une plus grosse qui va voir sur son site à elle qu'elle a parlé de toi, Comment et puis c'est ça petit. arrive au... Voilà. Ok, ok, ok. Et il y a des moments où tu as voulu abandonner ou tu t'es jamais découragé? Non, je me suis jamais découragée. Non. Non? Quand le gars qui a fait mon site à l'époque était passé cofondateur. Ouais. Quand il est parti, ça a été quand même un coup où je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que maintenant, j'ai quand même dépensé plein d'argent dans un site que je ne peux plus utiliser. Qu'est-ce que je fais? En fait, le truc, c'est que tant qu'il y a des clientes, C'est ça. je continue. Tu t'arrêtes pas au milieu, quoi. Enfin... Et quand tu recrutes un maquilleur, comment est-ce que tu fais pour valider son travail? Parce que t'en as quand même recruté pas mal. Comment tu sais qu'il va faire du bon boulot, qu'il est sérieux et qu'il débarque pas comme ça dans le ses eaux? De nulle part. Déjà, nous, je regarde vraiment, enfin, il y a beaucoup d'importance qui est accordée à la ponctualité. Ouais. En fait, comme Ouais, les c'est plutôt important. super important. Sinon, moi, je stresse à chaque prestation. Comme je disais, c'est des gens très artistiques en fait. Et ils ont vraiment pas, pour la plupart, c'est vraiment pas des personnes qui ont un grand attrait pour tout ce qui est marketing, rigueur, pardon. Donc ça, on met fort en avant. On demande qu'ils soient très organisés, qu'ils nous apportent les documents qu'il faut, donc leur diplôme, des photos de leur travail, etc. Et on a toujours une interview d'1 heure pour voir un peu quelles sont leurs motivations, voir un peu s'ils comprennent comment ça se passe, s'ils comprennent les implications, quels sont leurs statuts, qu'ils ne travaillent pas juste comme ça. Et après, on a une petite vérification derrière. On va toujours un peu vérifier que les photos soient les bonnes, parce qu'il y a des fois des gens qui arrivent et qui te montrent une photo de Beyoncé et qui disent c'est moi qui ai fait le maquillage. Et t'es en mode. T'as déjà eu des cas comme ça? Ouais, absolument. Sérieux? Ah, j'ai eu de tout. Ouais. Genre, t'as un exemple juste comme ça? J'ai une fille que j'ai rencontrée un jour qui était super emballée, donc je lui explique tout le concept, je sais comment je vais faire. Super emballée, elle me dit que c'est le truc de sa vie, et ensuite elle me demande de convaincre sa maman. Donc elle appelle sa maman au téléphone. Ouais. Et elle me demande de refaire tout mon pitch à sa maman pour que sa maman comprenne. Et donc j'ai un peu prise de cours. C'est bizarre pendant l'interview en plus. Ouais, c'est vraiment ça. Mais les gens viennent souvent avec leurs parents, ça c'est vraiment dingue. Ok. Et là, elle me passe à sa maman, donc j'explique à sa maman, je fais un peu. Et sa mère me dit désolée, on n'est pas intéressé. Et elle me raccroche au nez. Et là, la fille commence à pleurer et me dire que c'est toujours comme ça avec sa mère et que. En fait, j'étais tellement dépassée, je me suis dit c'est pas possible. Et donc voilà, je me suis dit, je peux pas. Enfin. Ouais. C'est pas possible, je peux pas. Ouais. Il y a un minimum, tu vois. C'est ça quoi. Mais des choses comme ça arrive souvent. Ouais. Les gens qui montrent aussi des fausses photos, les gens qui sont super en retard et puis qui font un peu les divas, quoi. Ils arrivent 3 minutes en retard et puis ils disent oui, mais moi je travaille qu'avec c'est le métier de maquilleur. Ok, d'accord. Et donc en général, c'est des gens jeunes, tu dis, puisqu'ils arrivent avec leurs parents. Ouais, quand même. L'âge est assez jeune, ouais. Trop bizarre. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de mouvements dans le métier artistique en Belgique, donc généralement vers 30 ans, les gens arrêtent de faire. Ah oui, ok, donc c'est de 20 à 30 ans, quoi. Ouais, après 30 ans. Et ok. Et est-ce que tu as déjà eu des clientes donc, qui se mariaient, qui n'étaient pas satisfaites, qui n'étaient pas satisfaits du travail qui a été fait? Ouais. Et ça se passe comment dans ce cas? Parce que est-ce que c'est toi qui es responsable? Est-ce que c'est la maquilleuse ou le maquilleur sur qui on tape? Comment ça se passe? Alors, les 2 fois que c'est arrivé, il n'y a pas eu d'essai. Il faut savoir que chaque fois que le mari commande, il y a un essai à domicile. Ouais, et normal, après, ouais. Voilà. Et en fait, là, c'était dans une situation où la fille était tellement pressée qu'il n'était pas possible de faire un essai. Et maintenant, on ne le fait plus, en fait. Parce qu'au moins, avec l'essai, tu es sûr de ce que tu vas avoir. Tu peux plus, en fait, dire j'aime ou j'aime pas. C'est le jour de l'essai que ça se détermine. Ouais. Et si tu n'aimes pas, nous, notre gage, c'est que le coiffeur ou la maquilleuse reste avec toi tout le temps que tu veux, recommence jusqu'à ce que tu sois content. C'est ça. Donc ça, maintenant, on ne le fait plus. Après, pour celles qui n'étaient pas contentes, effectivement, il faut dealer avec. Et ça, c'est le nom du village qui est mis en cause. Donc, nous, on a un contrat avec les maquilleurs et les coiffeurs de ce qui est de leur responsabilité ou pas, et leur assurance ou pas, ce qui est de notre responsabilité ou pas, et après les CGV pour les clientes. Ouais. Si elle n'est pas contente, artistiquement parlant. Après, tu vois, s'il n'y a pas d'essai avant, enfin, c'est un peu un risque, quoi. Tu te dis, tu te maries, c'est quand même un jour spécial, t'essayes pas. Le jour même. Voilà, quoi. Ouais. C'est un peu tendu, quoi. Et donc, à un moment, tu t'es quand même professionnalisé, tu as quand même lancé une vraie structure. Ouais.
comment ça s'est passé? Quelle structure tu as prise? Est-ce que tu as dû mettre beaucoup de capital, de trésorerie dans ta structure? J'ai fait ça en fait quand j'ai commencé avec, quand j'ai eu les 50 000 €, c'est là que j'ai fait ça, donc ça a été assez vite. Une SPRL. Ok. Et ça a été compliqué parce que c'est souvent un sujet qui revient. Apparemment, oui, c'est facile de se lancer, mais pour être officiel et être véritablement pro, moi j'ai vraiment du mal à voir l'information et à voir vraiment ce qu'il faut faire. Donc comment tu t'y es prise? En fait, il faut aller à un guichet d'entreprise et eux ils t'expliquent super bien, mais c'est vrai qu'on n'a pas le réflexe, enfin les gens ne savent pas que c'est là qu'il faut se diriger. Et que les informations sont super compliquées en fait. Ok, d'accord. C'est long, il y a plein de trucs à lire, t'as pas le temps, t'as pas envie. Mais c'est vraiment à l'édition d'entreprise qui vont t'expliquer ce que tu dois faire, comment ça se passe, chez qui tu dois aller, est-ce que tu dois aller chez le notaire pour telle chose ou chez un avocat pour une autre. Et ça a pris du temps entre le moment où tu dis ok je m'officialise et le moment où ça a été fait? Non. Enfin, quand même parce qu'on était en vacances d'été, mais purement parce que le notaire était en vacances. Les notaires sont souvent en vacances en juillet et août, et donc voilà. Mais donc au final, c'est pas compliqué de se lancer, quoi. Non. T'as vraiment des modèles tout faits sur internet de structures que tu peux reprendre. Tu vas sur le site de la BCE pour retrouver un peu tes codes NAS dans lesquels tu tombes, et puis tu sais vraiment le faire toi-même. Il y a moyen, quoi. C'est pas impossible. Non. Ok. C'est quoi l'avenir de Beauty Dash? C'est quoi tes objectifs? Où est-ce que tu vas? Dans quelle direction est-ce que tu t'orientes? Grande question aujourd'hui. Justement, c'est un peu une période où je ne sais pas trop parce qu'il y a beaucoup de demandes qui ne sont pas du tout dans ce qu'on cible qui tombent. Est-ce qu'il faut se réorienter? Est-ce que le coût permet de se réorienter? Par exemple, on a beaucoup de filles qui nous demandent des choses mais qui ne sont pas des mariées. Quand c'est pas des mariés, on ne peut pas se permettre de leur faire payer 329 € pour un service, ça doit être moins, mais comment est-ce qu'on fait pour toujours avoir un profit et payer le maquilleur décemment? Plein de questions comme ça. Clairement, pour moi, si ça doit avancer, il faut un peu mettre la deuxième, il faut relever des fonds, il faut reconstituer une équipe. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire comme du contenu pour attirer les clientes de manière consistante. Donc ça, c'est un peu, à mon avis, l'orientation qu'on va prendre. Tu pensais t'orienter vers ça au tout début ou pas du tout? Ouais. Ok, donc tu es quand même cohérente entre guillemets par rapport à l'idée de départ, quoi. Ok. Tu recommanderais à quelqu'un de faire un incubateur ou de faire un nest-up pour se lancer? Absolument. C'est ultra nécessaire. Les concours aussi? Non. Non? Pourquoi? Ça m'a fait penser à un truc. Il y avait un concours d'une banque qui était assez. C'était pas ING, je sais plus. Ouais, Start Academy, c'est ça? Start Academy, je pense. Et en fait, c'est le genre de truc que quand tu commences, tu deviens super excité en fait. Parce que tu te dis, ouais, génial. Je sais pas, ça donne un peu un sens à ton projet alors que c'est pas le vrai sens de ton projet, tu vois. Et ça t'éloigne de ton truc. Nest-up, en fait, les gens connaissent pas beaucoup, j'ai l'impression. C'est flou ce qu'ils font ou pas, mais c'est vraiment le truc qui tu vois, t'as pas un certificat à la fin, t'as pas de l'argent à la fin. Non, c'est vraiment clairement, tu passes 3 mois à voir est-ce que j'ai des clients ou pas. C'est la seule chose qui compte. Ou est-ce que j'ai des utilisateurs ou pas. C'est vendre qui compte, quoi. Et c'est là-dessus que le focus s'est mis. Exactement. Donc je suis un peu contre tous les trucs, tu vois, qui jettent un peu de la poudre aux yeux et qui profitent de toute la vague de l'entrepreneur. Alors qu'on s'en fout, c'est de la masturbation intellectuelle de faire ça, tu vois. Soit tu as des gens qui veulent payer pour ton truc ou qui veulent utiliser ton truc, soit tu n'en as pas, quoi. Après, tu vois, tu t'entraînes au pitch. Si tu gagnes le concours, tu prends un peu de trésorerie, mais déjà tu vends pas ton projet puisque tu parles pas à tes clients. En général, tu pitches devant un jury et devant d'autres étudiants qui sont là pour pitcher. Donc tu parles pas à tes clients. Et l'autre problème qui d'après moi est un peu important, c'est que ça te donne un sentiment de satisfaction et d'accomplissement alors qu'au final tu n'avances pas. Exactement. Après, si tu es au stade de l'idée, si tu es vraiment au tout début, ça peut toujours être utile pour te créer un réseau, parler à d'autres gens, etc. Absolument. En fait, je pense pas que ce soit mauvais en soi, mais je pense qu'il faut être totalement conscient de ce que ça va t'apporter ou pas, quoi. Et je trouve que justement l'idée est trop créée autour de ça, que ça va t'apporter gloire et succès, alors que tu vois, si jamais après, tu as des startups qui passent par là et qui ont du succès, mais par rapport à tous ceux qui sont inscrits, c'est pas énorme, quoi. Oui, et ça, je trouve que c'est partout, de toute façon, mais allez.
Ouais, je pense qu'il faut juste être conscient de ok, ça c'est bien parce que ça m'a aidé à pitcher et parce que j'ai pu avoir de l'argent, Ouais. mais mon but c'est ça quoi. Ok, d'accord. Et c'est pas une mauvaise chose de participer, mais il faut juste être bien conscient que c'est pas la finalité de Ok. de ton projet quoi. Ouais, parce que sinon t'as beaucoup de gens qui viennent te dire ouais mais j'ai gagné ça et tu leur demandes oui mais dans ton projet ça avance comment et ah oui mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai passé 3 mois dans ce concours, dans ce et Ouais. tu te dis soit ça a vraiment de la valeur pour toi d'apprendre à pitcher et d'être devant un jury etc et ça se justifie ou bien t'as un peu perdu ton temps quoi. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Si tu avais, donc on arrive à la question de la fin, si tu avais un conseil à donner à un jeune ou à un étudiant qui veut se lancer, ce serait quoi ton conseil et la chose que tu as apprise dans ton parcours? Mon conseil serait de commencer avant d'être prête. Parce que sinon en fait tu commences jamais, Ouais. tu te dis j'ai d'abord besoin de ça, non, fonce et tu verras après comment ça se profile et si tu as vraiment besoin de tout ce que tu pensais. Et excuse-moi, ta deuxième question c'était? La chose que tu as apprise? J'ai appris tellement de choses. Je vais le dire en anglais, keep your eyes on the prize. Ok. Vraiment très, très facile de se dévier de ce que tu veux vraiment faire. Et si tu viens au boulot tous les jours et que tu te dis ok, ce mois-ci je dois faire autant d'argent et c'est ce Ouais. que je vais faire aujourd'hui et demain et après-demain, c'est un peu la seule façon Ok, d'accord. Ouais, c'est d'arriver à ce que tu veux faire. Quoi. focus. Si je me marie et que j'ai besoin des services de Beauty Dash, où est-ce que je retrouve? Beautydash.eu. Ok, ça va. Merci Kinja. Merci à toi.